Merci Super. Gaël pour cette invitation. En tout cas, très heureux de pouvoir témoigner du travail que nous conduisons depuis de nombreuses années avec le réseau des missions locales au départ de la région PACA et puis qui aujourd'hui s'est élargi. Alors, ma contribution, elle va être d'abord sur le temps que j'appelle le temps de la connaissance. Donc, en partant en fait des travaux que j'ai pu conduire autour de la question des discriminations, au départ de façon incidente, hein. Donc, mes travaux en fait ne portaient pas, l'objet de mon travail ne portait pas précisément sur la question des discriminations au départ. Donc, c'est un travail que je conduis. Donc, on est dans l'année 1991-1992. Un travail conduit dans un observatoire qui était l'alter ego de l'Observatoire régional de l'intégration d'Alsace. Et donc, c'était l'Observatoire de l'intégration en Languedoc-Roussillon, donc, qui était finalement son alter ego pour la région de Languedoc-Roussillon. Et le travail qui m'était demandé dans le cadre d'une politique naissante, donc c'était la politique dite d'intégration, le travail qui m'était demandé, c'était d'étudier les difficultés spécifiques auxquelles les jeunes dits issus de l'immigration pouvaient être confrontés. Donc ça, c'est le point de départ de mon travail. Et sur cette première enquête, je vais enquêter dans un quartier de Montpellier qui s'appelle La Paillade, donc qui est un quartier qui est classé en site politique de la ville depuis de nombreuses années. Et dans ce quartier, en fait, je vais enquêter à peu près 80 jeunes, donc ce qui est une enquête de longue haleine, à travers des entretiens semi-directifs. Et à chacun de ces jeunes, je vais poser une question qui aujourd'hui me paraît une question inappropriée, sinon absurde, qui était la suivante, qui était de leur demander s'ils se sentaient bien intégrés dans la société française. Et donc, à chaque fois que je posais cette question à des jeunes qui, à l'époque, avaient à peu près mon âge, eh bien, les jeunes me répondaient ceci, en substance, et de manière unanime. Ben oui, en fait, tu sais, on est intégré parce qu'en fait, on est né en France, on a été scolarisé en France. Pour certains, en fait, c'était le cas déjà de leurs parents, et pour certains même, le cas de leurs grands-parents. Et donc, moi, j'arrivais finalement en leur posant cette question, donc leur posant la question de leur intégration, alors même qu'en fait, ils vivaient, ils étaient installés sur le territoire français depuis de très nombreuses années, voire depuis plusieurs générations. Jusqu'au moment où une jeune femme que j'ai enquêtée, donc qui avait mon âge, à qui je pose cette question, et donc qui me répond ceci, elle me dit, donc je lui dis, est-ce que vous vous sentez bien intégré à la société française? Et là, elle me dit, et toi? Donc, effectivement, la question qui se pose, c'est finalement à qui demande-t-on de s'intégrer? Et finalement, supposant qu'il y a finalement, il y aurait certains de nos concitoyens qui seraient naturellement intégrés, et celles et ceux finalement que l'on assigne en fait à ce processus d'intégration. Si vous voulez, donc ça a été finalement un premier temps de réflexion sur finalement quel sens on donne à la notion d'intégration. Est-ce que finalement on parle de l'intégration au sens que lui donnent les sciences sociales, et notamment les travaux de Durkheim, donc qui renvoient à cette idée sur laquelle l'intégration est un processus finalement réciproque, hein. Donc il n'y a pas la question simplement de savoir les efforts que doivent consentir les individus pour s'intégrer, mais les efforts que la société doit consentir également pour favoriser leur intégration. Ça, c'est un premier point de départ. Et si vous voulez, ce qui m'a marqué dans cette enquête, c'est à la fois tout de suite l'invalidation de ces notions d'intégration et en même temps, ces mêmes jeunes qui disaient être pleinement intégrés à la société française faisaient toutes et tous, sans exception. Donc, toutes et tous ont dit qu'ils se sentaient intégrés et toutes et tous ont fait référence à des situations qu'ils ont nommées comme étant des situations, eux ont défini comme étant des situations de délit de faciès. Donc, c'est le terme qui était consacré à l'époque et me racontant des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer dans l'accès aux discothèques lorsqu'ils voulaient sortir le week-end, des difficultés pour accéder à des stages, des difficultés pour accéder à des emplois saisonniers ou des emplois plus durables, des difficultés qu'avaient leurs parents à quitter ce quartier de La Paillade, alors même qu'ils avaient connu certaines promotions sociales, donc ils aspiraient à accéder à des quartiers plus réputés pour que leurs enfants soient scolarisés dans de meilleures écoles. Et si vous voulez, donc à chaque fois, le terme qui était utilisé, c'était des faciès, y compris la question scolaire était abordée, parfois de manière très sensible. Donc j'ai un exemple qui me reste en tête, c'est cette jeune femme qui me dit, ben voilà, moi j'avais la volonté d'aller en fait vers une voie générale, parce qu'on sait que c'est la voie de la réussite. J'avais 11,87 de moyenne.
et j'ai été orienté en voie professionnelle, alors que ma meilleure amie, donc qui s'appelait Amélie, elle avait 11,67, c'est-à-dire une moyenne inférieure à la mienne, et elle a été orientée, elle, vers la voie générale. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, on a des témoignages sensibles hein, qui finalement manifestent une grande subjectivité. Et si vous voulez, à chaque fois, les situations qui sont évoquées, aujourd'hui, en fait, on ferait l'hypothèse que ces situations relèvent potentiellement de situations de discrimination, donc on ne sait pas si elles ont été manifestement des situations de discrimination, mais a priori, en fait, on fait l'hypothèse que les situations auxquelles ils ont été confrontés relèvent de mécanismes de discrimination. Or, on est là au début des années 90, le terme de discrimination n'est utilisé par aucune et aucun d'entre eux. C'est-à-dire, il n'est pas constitutif, finalement, d'une façon de poser les termes d'un problème public. Donc moi, ma discipline, hein, c'est la sociologie politique. Et si vous voulez, c'est finalement se pencher sur un problème, eh bien, c'est finalement à la fois poser des éléments factuels et en même temps les confronter à des principes et des valeurs que la société est supposée défendre. Or, dans ce moment du début des années 90, en fait, il est extrêmement, extrêmement difficile de poser ce problème parce que le mot lui-même n'est jamais utilisé, même s'il est bien entendu présent depuis un certain temps dans notre droit international, européen, voire national. Et là, si vous voulez, donc on est vraiment dans ce moment-là, et à l'issue de ce travail, donc je vais présenter ce travail auprès d'un certain nombre d'instances publiques, et donc en faisant l'hypothèse hein, que finalement, ce qui arrive à ces jeunes, en fait, relève potentiellement de situations de discrimination, alors même qu'en fait, selon ces mêmes jeunes, la question de l'intégration ne se pose pas. Et là, si vous voulez, ce moment de restitution de ce travail va être pour moi un moment fondateur, parce qu'alors même qu'il est pour moi assez évident qu'en fait on a affaire à un problème, c'est une évidence pour tous les jeunes que j'ai enquêtés, sans exception, quel que soit leur niveau de formation. Donc il y avait des jeunes qui étaient, voilà, certains avaient des faibles niveaux de formation, mais d'autres avaient des niveaux de formation très élevés. En fait, c'est quelque chose qui finalement paraissait comme une évidence. Et lorsque je présente ce travail au pouvoir public, donc on est là au début des années 90, donc 1992, hein, eh bien, la réaction des pouvoirs publics est assez unanime pour dire finalement, est-ce que c'est pas une façon pour ces jeunes qui prétendent finalement avoir été confrontés à des situations que l'on nommerait aujourd'hui discrimination, est-ce que c'est pas pour eux une façon de masquer leurs problèmes d'intégration et ou d'insertion, sachant que, si vous voulez, la façon de poser le problème public, alors pour la question de l'insertion depuis le début des années 70, pour la question de l'intégration depuis le milieu des années 80, en fait, si vous voulez, c'est vraiment l'idée sur laquelle, finalement, on va imputer le problème aux seuls individus qui sont supposés ne pas faire suffisamment d'efforts pour s'insérer ou pour s'intégrer, et que finalement, l'idée selon laquelle il pourrait y avoir des obstacles inhérents au fonctionnement même de notre société, en fait, sont des points aveugles, véritablement, non seulement de la connaissance, mais également, en fait, d'une préoccupation publique hein, à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'on est vraiment là de la question de à qui on impute le problème. Donc, si vous voulez, on sait très bien que si on veut résoudre durablement un problème, il y a des mécanismes où il faut intervenir sur les situations individuelles. Donc, effectivement, on va réfléchir comment on accompagne les individus. Mais si on ne résout pas parallèlement les obstacles qui ne relèvent pas en fait de leur responsabilité, mais plutôt du fonctionnement des institutions, plutôt du fonctionnement, alors là pour le coup, si on va se pencher sur les questions d'insertion dans l'emploi, du mode de fonctionnement des entreprises, eh bien effectivement, on voit bien qu'en fait on va buter sur une impossibilité en fait à appréhender de manière complexe et pour résoudre durablement ce problème. Et donc là, on est au début des années 90, donc en 1992, et à ce moment-là, la question des discriminations n'est pas un problème public, donc elle va être reconnue comme un problème public en France quelques années plus tard. Je pense que mes collègues, hein, lorsqu'ils sont intervenus dans les précédentes séances, ont dû faire référence à ce moment de reconnaissance publique qui est l'année 1998, donc précisément le 21 octobre 1998. Et donc à ce moment-là, on n'est pas encore dans cette perspective-là, parce que l'idée sur laquelle, en fait, notre société pourrait produire des discriminations n'est pas quelque chose qui, finalement, est finalement entendu dans l'horizon des pouvoirs publics.
Et donc là, on est dans ce moment-là, et alors même que bon, la position des pouvoirs publics est assez unanime, hein, pour dire finalement les véritables problèmes sont avant tout des problèmes d'insertion et d'intégration. Donc c'est comment en fait on accompagne mieux ces publics de façon spécifique, hein, pour les aider à s'insérer ou à s'intégrer. Eh bien, en 1993, le directeur d'une mission locale, donc c'est là où le lien avec, pour la première fois avec les missions locales va s'opérer, euh, d'une mission locale de la région de Languedoc-Roussillon, vient rencontrer l'équipe de l'Observatoire et nous dit, ben voilà, j'ai lu le rapport que vous avez écrit l'année dernière, j'ai vu le constat qui est dressé, de dire que finalement, ben, en fait, on ne prend pas la parole des jeunes très au sérieux, parce qu'en fait, on fait l'hypothèse que finalement, c'est une façon de masquer leurs propres problèmes que d'invoquer de ce qu'on appelle du dé de faciès, mais qu'en fait, on devrait en fait appeler discrimination. Ce directeur d'une mission locale nous soumet des offres d'emploi, donc qui sont des offres d'apprentissage, des contrats d'apprentissage transmis par les différentes chambres consulaires du département à cette mission locale. Et ces offres donc, sont des offres classiques d'apprentissage, donc indiquant les attendus du poste de travail, etc. Et ces offres, en fait, comportent des mentions manuscrites. Et les mentions manuscrites que comportent ces offres sont les suivantes. La première mention que l'on découvre, c'est la mention BBR. La seconde mention que l'on découvre, c'est la mention 01. La troisième mention, c'est la mention pas de 31. La quatrième mention que l'on découvre, c'est la mention E. Et la dernière mention manuscrite sur ces offres d'apprentissage, c'est la mention BYB. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est finalement, qu'est-ce que signifient ces codes? Parce qu'effectivement, ben, le principe d'un code, c'est que si on n'a pas le décodeur, en fait, on sait pas, on ne connaît pas la signification de ces codes. Et donc, on va donc dans les échanges avec le directeur de cette mission locale découvrir la signification de ces codes. Mais avant cela, ce que je voudrais souligner, c'est que lorsque ce directeur vient nous voir, c'est un directeur de mission locale de l'époque de Bertrand Schwartz, donc mu par l'idée qu'en fait on est au service des jeunes, etc. Et qu'effectivement, il vient nous voir, il nous dit voilà, il se passe des choses vraiment dégueulasse, hein. Donc il dit comme ça. Donc vraiment dégueulasse, ça veut dire que ce qui se passe là est immoral. Et donc si on traduit ce notion-là, en fait, il est en train de vous dire que ce qui se passe là est immoral. Et vous allez comprendre qu'en réalité, ce qui se passe là est effectivement immoral, mais est surtout illégal. C'est-à-dire qu'en fait, il est confronté sans en avoir pleinement conscience, hein, à des mécanismes discriminatoires, donc les fameux codes auxquels j'ai fait référence. Bon, peut-être que certains d'entre vous en connaissent certains, peut-être pas tous. Alors le premier, BBR, ça signifie bleu, blanc, rouge, donc de la couleur du drapeau national. Le second, 01, ça veut dire français, donc c'est dans la codification de l'UNEDIC, c'est la personne de nationalité française. Pas de 31, ça signifie pas d'Algérien, donc ça c'est la codification toujours UNEDIC, donc c'est nationalité algérienne. E, ça signifie européen, donc européen souhaité. Et puis, la dernière mention, BYB, ça signifie blonde ou blond aux yeux bleus. Et donc, si vous voulez, lorsque l'on découvre ces codifications, donc là, on a des éléments de preuve, c'est-à-dire, si vous voulez, ce n'est pas simplement les témoignages de jeunes hein, qui finalement perçoivent, ressentent finalement des obstacles qui sont faits à leur parcours d'insertion et d'intégration, mais là, en fait, on a bien des éléments qui viennent manifester un refus, une impossibilité, en fait, pour certains jeunes, en fait, d'accéder à un temps. Et donc, lorsque on découvre ces codifications, on va bien entendu donc en rendre compte au pouvoir public, hein, où là, la réaction, ben, en fait, elle va être une réaction notamment à des différentes instances représentant l'État de droit, donc en fait, en disant finalement, ce qui se passe là est parfaitement inadmissible. En fait, c'est l'État de droit qui est mis en cause. Et donc, si vous voulez, il va y avoir toute une série de positions institutionnelles, donc qui vont, donc notamment le préfet va rencontrer à l'époque les présidents des missions locales, les présidents de missions locales, les présidents des chambres consulaires, le président de la région, etc. Donc, si vous voulez, on a là en fait un véritable problème public qui est évoqué.
Et donc l'idée, c'est que à partir du moment où l'état de droit finalement a été mis en cause, eh bien, il va falloir rétablir cet état de droit. Et si vous voulez, alors même que on a finalement un élément de reconnaissance et qui est en train d'être soulevé de ce problème public, la position, malgré tout, va amener, et notamment des représentants de l'État en région, de dire finalement, est-ce que c'est pas peut-être, donc c'est l'hypothèse qui est formulée, une façon pour les champs consulaires et ou les employeurs, hein, qui finalement auraient émis ces codes, de dire qu'ils ne veulent pas de jeunes en difficulté. Et donc entendez, lorsque je dis en difficulté, d'insertion ou d'intégration. Et là, si vous voulez, à l'époque, je travaillais donc avec une collègue, hein, moi j'étais encore un jeune professionnel, tout jeune professionnel, une collègue sociologue beaucoup plus aguerrie, qui a rétorqué en fait face à cette position, de dire mais finalement, si les employeurs ne voulaient pas de jeunes en difficulté, en fait les codes qu'on utiliserait ne sont pas les codes BYB, BBR, PAD 31, etc. Mais les codes qui seraient utilisés, ça serait donc jeunes en difficulté, c'est JED. Jeunes en grande difficulté, ça serait JGD. Or, si vous voulez, en fait, là, on a à la fois un moment où on a une flagrance du problème des discriminations. Donc là, on a des éléments qui finalement sont sous nos yeux. Et en même temps, quelque chose qui relève en fait dans la discipline avec la sociologie politique, en fait, qui relève en fait de quelque chose qui est vraiment paradigmatique. C'est en fait notre vision est tellement déterminée par l'idée selon laquelle les problèmes sont avant tout des problèmes d'insertion et d'intégration, qu'à ce moment-là, en fait, il est particulièrement difficile, compliqué, y compris, et vraiment, je voudrais en témoigner de représentants de l'État qui étaient des personnes, on va dire, tout à fait bien intentionnées, qui en fait, qui n'étaient pas dans l'idée qu'en fait, il fallait absolument masquer, etc. Mais finalement, une impossibilité à prendre pleinement de conscience du problème dont on verra par la suite hein, qu'en fait, il n'est pas simplement un problème local, donc lié en fait à cette situation dans une mission locale d'un département du sud de la France, mais qu'en réalité, par la suite, les travaux qui vont s'en suivre vont montrer qu'en fait, on est affaire à un problème bien plus important. Et donc ça pose la question de à qui on impute le problème. Est-ce qu'on impute le problème simplement aux personnes supposées en difficulté d'insertion et d'intégration, ou est-ce qu'on réfléchit aux obstacles qui leur sont faits dans leur parcours d'insertion et d'intégration? Et là, effectivement, la notion de discrimination est intéressante, puisqu'effectivement, on voit bien que quelqu'un qui va fournir tous les efforts nécessaires de, d'insertion et d'intégration, s'il est confronté à des mécanismes de discrimination, et bien effectivement, tout l'accompagnement qui va lui être apporté sera absolument vain. Et donc ça, si vous voulez, c'est vraiment le point de départ de ce travail donc de coopération avec pour la toute première fois avec une mission locale, donc dans le sud de la France. Et si vous voulez, ça va m'amener à un travail suivant, donc que je vais conduire quelques années plus tard. Là aussi, ben, au moment en fait, la question des discriminations commence à être reconnue, notamment au niveau européen. Donc, je pense que mes collègues dans les sessions précédentes ont fait référence en fait à ce processus de reconnaissance européen, où en 1995, donc il y a une déclaration commune des partenaires sociaux européens, donc qui s'accordent à reconnaître donc l'importance, donc une déclaration où ils s'engagent tous en fait à prévenir, à lutter contre tous les mécanismes de discrimination, de xénophobie, de racisme et d'antisémitisme dans le monde du travail, donc au niveau européen. Et ça va débloquer à partir de 1996 ce on pourrait appeler l'agenda de la connaissance. Et donc, en fait, on va être en fait au départ à une toute petite poignée en fait de chercheurs qui en fait vont se pencher sur ces questions. Et le choix que je vais faire, et donc mes collègues vont beaucoup travailler en collaboration avec les acteurs syndicaux. Donc, en fait, les acteurs syndicaux vont contribuer à la reconnaissance de ce problème. Et moi, le choix que je vais faire, c'est de travailler en fait sur le rôle des intermédiaires. Donc, le rôle des intermédiaires de l'emploi, notamment, parce que la question qui, depuis ce travail avec cette mission locale de la région de Lyon-Roussillon-Tarode, c'est de me dire, mais finalement, qu'est-ce que font ces intermédiaires de l'emploi qui réprouvent l'existence de ces codifications discriminatoires, hein, qui les dénoncent et qui en même temps doivent faire avec. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on reçoit ces offres avec des critères discriminatoires, hein. Est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on oriente malgré tout tous les jeunes? Est-ce que finalement on n'en oriente que certains, etc. Donc il y a toute une série de questionnements pour savoir finalement qu'est-ce qu'on fait, même si on réprouve hein, l'existence de ces mécanismes,
Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et donc ça va m'amener à faire un travail de longue haleine, donc qui est un second temps de travail important. Donc là, c'est plus un travail auprès des jeunes dits en difficulté d'insertion et d'intégration, mais tout un travail auprès des intermédiaires de l'emploi. Et donc je vais faire une très longue enquête, donc qui va durer 3 ans, sur 3 bassins d'emploi, toujours de la région de Languedoc-Roussillon, entre 1996 et 1999. Et ce travail, donc qui va durer 3 ans, va m'amener à enquêter 160 professionnels. Si vous voulez, à la question, l'hypothèse que j'avais formulée, c'est de dire finalement les intermédiaires de l'emploi sont les mieux placés pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Hein. Finalement, c'est quoi ces mécanismes de discrimination? Et puis, mon hypothèse, c'est aussi l'idée sur laquelle, en fait, ils sont les mieux placés pour agir. Voilà, à l'époque, je travaillais déjà dans cet institut qui s'appelle l'ISCRA, donc un institut de recherche appliquée. En fait, on travaille beaucoup avec des méthodes de recherche-action, de la recherche appliquée, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fois, on va mieux comprendre et en même temps, on va pouvoir mieux agir sur ces mécanismes de discrimination. Sur ces 160 personnes enquêtées, 8 sur 10 vont dire oui, la discrimination, ça existe. Alors, ça ne concerne pas de manière équivalente tous les secteurs d'activité. Voilà, donc ça ne touche pas de la même manière tous les publics, ça ne touche pas de la même manière tous les secteurs. Mais en fait, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre pratique professionnelle. C'est-à-dire que là, 80% des personnes enquêtées disent oui, ça existe, hein, alors même que le problème public des discriminations n'est à ce moment-là pas reconnu. C'est-à-dire, en fait, ils sont confrontés à un problème quotidien qui ne fait pas l'objet, en fait, d'une reconnaissance publique et surtout d'une politique publique. A contrario, 2 personnes sur 10 enquêtées, donc sur ces 160 enquêtés, vont dire que non, ça n'existe pas. Et parmi elles, 2 types d'acteurs. Premier type d'acteur, sur chaque bassin d'emploi, j'ai enquêté les services en fait de l'inspection du travail, donc soit des contrôleurs, soit des inspecteurs du travail, qui à chaque fois m'ont dit, mais en fait, on peut faire l'hypothèse que ça existe, et en fait, on imagine bien que ça existe, mais nous, la seule chose à partir de laquelle on peut travailler, c'est sur la base en fait de signalement. Donc, si on reçoit des signalements, ben, on va pouvoir instruire les situations, mais si on ne reçoit pas de signalement, eh bien, en fait, pour nous, le problème n'existe pas. Et ça veut dire que ça pose une question, c'est-à-dire qu'alors même que 80% des personnes enquêtées disent que la discrimination existe, il n'y a sur aucun de ces bassins d'emploi de signalement pour discrimination, et notamment de signalement pour discrimination ethno-raciale, donc qui est une des questions particulièrement sur lesquelles on est centré. Et donc ça, si vous voulez, ça veut dire une chose tout de suite, hein. Ça veut dire que dans la résolution du problème, le droit n'a strictement à ce moment-là aucune place. C'est-à-dire qu'il n'est pas envisagé comme un élément de régulation du problème par aucune des personnes enquêtées. Aucune, absolument aucune. Et que la question du droit ne vient que lorsqu'à la fin des entretiens, on leur dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que, effectivement, et donc là, effectivement, les réponses souvent se disent, oui, mais en fait, le droit est inapplicable, il est extrêmement difficile à prouver, etc. Et donc, si vous voulez, on a là un premier enjeu, c'est qu'en fait, le droit n'est pas perçu du tout comme un élément qui va permettre de pouvoir travailler, en fait, sur cette question. Parmi les autres personnes qui vont dire que ça n'existe pas, c'est le cas, notamment, je vais prendre un seul exemple d'un entretien qui, pour moi, est très significatif. Alors moi, je suis de nature très curieuse, hein, c'est pour ça que depuis tant d'années, je fais des travaux de recherche, et notamment sur toutes ces questions de discrimination. C'est que la question que je me posais, c'était de savoir finalement d'où venaient ces fameux codes auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, donc ces codes, lorsqu'on fait BYB, BBR, en fait, qui les avait inventés, voilà, qui les avait codifiés, pour quelles raisons, etc. Et donc, j'avais demandé donc, aux 3 responsables des services d'apprentissage des 3 chambres consulaires de ce département, voilà, dans lequel ces codes avaient été initialement découverts, pour les enquêter et pour savoir finalement ce qu'elles pouvaient me dire en fait, sur ces codes. Et donc, sur les 3 personnes auxquelles j'ai demandé un rendez-vous, une seule a accepté le rendez-vous. Et lorsque je suis arrivé au rendez-vous, la responsable du service d'apprentissage, donc, qui avait accepté le rendez-vous, donc le contenu de l'entretien est très, très explicite, parce qu'en fait, l'enquête portait sur vraiment la question de la discrimination. En fait, cette responsable du service d'apprentissage était solidement encadrée par le président de sa chambre consulaire, hein,
par le secrétaire général de sa chambre consulaire, alors même que j'avais demandé rendez-vous simplement avec cette personne. Et si vous voulez, en fait, qu'est-ce que, il va se passer? C'est qu'en réalité, la seule personne qui va répondre à mes interrogations, c'est le président de la chambre consulaire qui, en substance, donc je résume, hein, je synthétise, va me dire, en fait, l'enquête que vous conduisez ne sert strictement à rien parce que les entreprises n'ont qu'une modalité de recrutement, en fait, qu'un seul principe de recrutement, c'est que si les personnes sont compétentes, elles sont recrutées, et si elles ne le sont pas, elles ne sont pas recrutées. Et donc, il me dit à ce moment-là, toutes vos questions de discrimination, en fait, n'ont strictement rien à voir avec, en fait, les modalités de recrutement. Et si vous voulez, lorsque ce président d'une chambre consulaire hein, me dit cela, en fait, il ne fait que réaffirmer la théorie économique de la non-discrimination qui postule le fait qu'effectivement, un recruteur, quel qu'il soit, en fait, est aveugle en fait, aux différences et que la seule chose qu'il va voir dans les candidats qui potentiellement il peut recruter, c'est leurs compétences. Il ne va jamais voir si c'est un homme ou une femme, il ne va jamais voir si la personne est en situation de handicap, si elle vit dans un quartier prioritaire de la ville, si, etc., etc. En fait, la seule chose qu'il voit, d'un point de vue de la théorie économique de la non-discrimination, c'est la compétence. Et donc, si vous voulez, en fait, on a une forme de double aveuglement, c'est-à-dire à la fois un aveuglement dans une société voilà, où depuis la Révolution française, depuis 1789, depuis la constitution de la préambule de la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958, en fait, on a une affirmation où on est dans un pays d'égalité. Donc, d'un point de vue de l'état de droit, finalement, les discriminations n'ont strictement rien à voir à faire sur notre sol. Et en même temps, une autre forme d'aveuglement qui est plus empreinte en fait de ces théories économiques de la non-discrimination, c'est qu'en fait la discrimination n'a aucune raison d'exister d'un point de vue économique. Et donc, si vous voulez, je repars de cet entretien avec beaucoup de frustration, parce qu'effectivement, je ne saurai jamais le fin mot de l'histoire sur qui finalement a élaboré ces codes, etc., sachant que c'était l'objet en partie de ce travail d'enquête. Et en même temps, ce qui va se passer, c'est que quasiment à la même heure, hein, le même jour, ma collègue, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, enquête le directeur de la formation de la même chambre consulaire hein, et le directeur de la formation, qui lui est seul, reçoit ma collègue, donc l'objet de l'enquête est le même. Hein, on peut travailler sur les questions de discrimination, comprendre comment ces discriminations sont produites. Et donc, le directeur de la formation dit à ma collègue, en fait, je suis très heureux en fait, de vous recevoir parce que le problème que vous soulevez est un problème crucial. En fait, aujourd'hui, on ne sait plus comment faire hein, parce qu'on se retrouve, nous, la chose qu'on sait le mieux faire, c'est ben, du coup fabriquer des compétences, et donc attendues par le marché du travail. Et on se retrouve dans une situation aberrante où on a assez régulièrement des personnes qui ont terminé major de promotion, voire parmi les deux, trois premiers, qui, si elles ont la malchance d'avoir tel patronyme et ou de vivre dans tel ou tel quartier de telle ville, eh bien en fait, un an après, elles n'ont toujours pas trouvé d'emploi. Alors que la personne qui avait terminé dernière notre promotion, dont on pensait en fait, ben, elle aurait beaucoup, beaucoup de mal à trouver du travail, elle a trouvé depuis 6 mois. Et donc, il dit, en fait, on a une inversion des hiérarchies. Et il dit, le problème, c'est que tout le monde le sait, sauf que personne n'en parle. Et en fait, ça, c'est important sur la question de personne n'en parle. Et pourquoi personne n'en parle? Eh bien, parce que si on n'en parle pas, c'est qu'en fait, on est affaire à une pratique illégale, encadré par le code pénal, donc depuis la loi du 1er juillet 1972, et que en fait, il est assez rare de se mettre autour d'une table en fait, pour discuter en fait, de nos pratiques illégales. C'est-à-dire, sauf si on est dans une entreprise criminelle et mafieuse, en fait, on ne va pas dire, ben oui, moi j'ai commis cette semaine un délit, moi j'en ai commis deux, moi j'en ai commis trois, etc. Et donc, on va dire, si vous voulez, cet écart qu'il y a entre la reconnaissance juridique et judiciaire du problème, parce qu'en fait, on est dans un moment de notre histoire où il y a en moyenne 10 plaintes par an en France pour discrimination, notamment à caractère raciste. Alors même que si vous enquêtez des jeunes dans un quartier populaire, 80 sur 80 font référence à des situations qui potentiellement relèveraient de ces mécanismes-là. Lorsque vous découvrez des codifications qui relèvent de ces mécanismes-là, etc., etc. Et donc, si vous voulez, en fait, on a un grand écart entre ce qui est en train de se passer et la façon dont notre société est supposée fonctionner.
Et ça, c'est vraiment toute la question d'arriver à résoudre cette équation-là. Et si vous voulez, ça pose une question fondamentale, qui est qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, les discriminations se passent toujours dans le huis clos, d'échanges interpersonnels, de codification qui finalement ben, passent entre les mains de personnes voilà, qui se côtoient, etc. Mais que ces mécanismes ne sont jamais rendus publics. Et donc ça, c'est le second grand enjeu. Donc effectivement, le premier, c'est la question en fait de la mobilisation du droit. Comment en fait le droit joue sa fonction de régulation. Et le second élément, c'est comment on met en visibilité les mécanismes de discrimination, qui sont toujours cachés, et cachés parce que précisément, ils sont illégaux. Et donc ça va m'amener donc à la suite de ce travail, donc ces 3 années d'enquête, progressivement à élaborer cette notion donc j'appelle une notion de coproduction systémique des discriminations, pour montrer qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque un recruteur mentionne en fait des critères discriminatoires, assez souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer des problèmes avec sa clientèle. Donc, exemple, en fait, ben, moi, j'ai rien contre les personnes, voilà, ces jeunes issus de l'immigration, mais en même temps, j'ai des clientes ou des clients qui sont racistes. Et donc, ça va venir justifier le fait que, ben, en fait, j'ai rien contre eux, mais en fait, si je les recrute, ça va affecter en fait l'économie de mon entreprise. Ou autre cas de figure qui est invoqué, ben, ce sont les équipes de travail, en disant ça tenait qu'à moi, j'embaucherai tout le monde. Et en fait, je ne peux pas, parce qu'effectivement, dans mes équipes, j'ai des personnes qui en fait ont des forts préjugés, je sais que ça va mal se passer, j'ai pas le temps de gérer, etc. Et donc, si vous voulez, donc ça c'est un premier élément de justification qui amène finalement à rendre plus rationnelle la discrimination en invoquant le fait que l'intention est portée par des tiers. Et les tiers, c'est alternativement les équipes de travail et ou les clients. Eh bien, à partir de là, donc effectivement, qu'est-ce que font les intermédiaires de l'emploi? Effectivement, ben, on a quelque chose qui est plus rationnel et en même temps, qu'est-ce qui est demandé en fait aux intermédiaires de l'emploi? On est dans un moment ben, de crise de l'emploi forte. Hein, en fait, l'écart entre le nombre d'emplois disponibles et le nombre de demandeurs d'emploi en fait est, est complètement disproportionné. Et donc, qu'est-ce que font les pouvoirs publics? Ce qu'ils demandent en fait, principalement, essentiellement, aux intermédiaires de l'emploi de favoriser le placement d'entreprises. Et donc, qu'est-ce que font les intermédiaires lorsqu'ils reçoivent des offres discriminatoires? Bien entendu, ils ne positionnent pas les candidats qui ne correspondent pas, parce que sinon, ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va altérer leur efficacité. Et donc, si vous voulez, dans cette injonction au placement, donc qui est neutre, hein, en fait, ça va venir favoriser, accentuer les mécanismes de discrimination. Et donc ça, si vous voulez, c'est un second élément dans l'analyse que j'essaie de produire pour montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui est systémique. Et puis, dernier élément dans cette approche systémique, c'est la place des publics. Et dans l'enquête que je conduis, à plusieurs reprises, des personnes que j'enquête me disent, oui, mais en fait, c'est vrai, bon, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de réticences de certains employeurs à recruter, notamment, je prends l'exemple des jeunes issus d'immigration, mais en même temps, il faut aussi voir comment ils se comportent. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans l'interaction au guichet? Eh bien, c'est des jeunes qui voient bien que les règles du jeu sont troubles, que en fait, ils comparent avec des personnes qui ont des profils semblables aux leurs, etc., et qui vont manifester une certaine agressivité, si ce n'est plus, au guichet, et donc qui vont accuser les intermédiaires de l'emploi d'être racistes. Et donc, à plusieurs reprises, il m'est arrivé des personnes qui disent, oui, mais regardez, lorsqu'un jeune vient dans mon bureau et puis en fait tape sur mon bureau, me crie dessus en me disant que c'est ma faute s'il ne trouve pas de travail parce que je suis raciste, eh bien, effectivement, à plusieurs reprises, des personnes ont dit, oui, mais du coup, il faut comprendre les employeurs qui ne veulent pas recruter des jeunes qui ont de tels comportements. Et là, si vous voulez, ça veut dire qu'on a, en fait, les mécanismes sont en train de s'installer, que moi, j'appelais donc un mécanisme de coproduction, qui finalement met les intermédiaires de l'emploi, non pas dans une position que moi j'avais imaginé très naïvement, finalement, où il est facile d'agir, parce que d'un côté, en fait, ils sont confrontés à des employeurs qui recrutent, qui discriminent impunément, donc il n'y a jamais de procès, donc en fait, il y a zéro risque à discriminer. Des institutions qui sont aveugles aux mécanismes de discrimination et qui leur demandent de faire une chose et une seule, c'est de favoriser l'insertion et le placement.
sans jamais leur dire de ne pas discriminer, et des publics qui, effectivement, voyant bien que les règles du jeu sont troubles, en fait, ont assez facilement tendance à faire peser les problèmes de discrimination sur les seules personnes qui voient du système, c'est-à-dire les intermédiaires de langue. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, si vous voulez, c'est qu'en fait, on a un système de discrimination, donc voilà, c'est une approche systémique. Et dans cette approche systémique, j'ai appelé coposition de la discrimination, les deux enjeux, c'est comment on met en visibilité la question de la discrimination à toutes les échelles et comment le droit retrouve sa place comme élément de régulation. Et donc, cette notion de coproduction, elle a été diversement perçue, reçue, au départ par les pouvoirs publics, parce que donc je passais vraiment de deux périodes, hein, une période que j'aime bien appeler la période Don Quichotte, hein, vous savez, où vous voyez en fait des problèmes qui, existent, qui sont supposés ne pas exister. En fait, c'est un peu comme les personnes qui sont confrontées à la discrimination. En fait, vous faites des études, en fait, et vous dites, bah oui, en fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a un problème, et en fait, on me dit, non, non, il n'y a pas de problème à la période tapis rouge. Et la période tapis rouge, en fait, c'est le moment où en fait, ben, on a une reconnaissance hein, à partir de 1998 de ce problème public des discriminations. Et donc là, vous êtes invité, voilà, dans les ministères, à rendre compte de vos travaux de manière régulière, etc. Et en fait, ce dont je voulais témoigner, c'est une des toutes premières fois où je suis allé donc présenter ce travail. Donc auprès des décideurs publics et des politiques de l'emploi, eh bien, en fait, ça a été assez mal perçu par les personnes, lorsque j'ai parlé de coproduction et de discrimination, et ça a été perçu comme excessif, en disant, mais finalement, cette notion de coproduction, elle a un caractère culpabilisant, elle a un caractère accusatoire, finalement, ça fait peser beaucoup de responsabilités sur les pouvoirs publics, sur les intermédiaires. Et donc, si vous voulez, ça c'était vraiment perçu de manière voilà, excessive. Voilà. L'idée, en fait, c'était finalement trop exagéré. Et puis, lorsque je présentais ce même travail du côté d'ONG, d'ONG antiracistes, d'ONG voilà, qui étaient engagées dans la défense des droits de l'homme, eh bien, là, c'est le contraire. En fait, assez régulièrement, on m'a dit oui, mais alors ça, c'est vraiment de l'euphémisation, de la relativisation, de la relativisation sociologique. En fait, oui, vous, les sociologues, en fait, vous tournez autour du pot, mais en fait, la réalité, c'est que celles et ceux qui font ça, donc ceux, vous dites coproduction, ben, nous, on ne dit pas coproduction, en fait, nous, on dit collaboration. C'est-à-dire que celles et ceux qui font ça, donc c'est le sens que lui donne l'histoire, ce sont des collaborateurs. Et donc, si vous voulez, à chaque fois que, du coup, je suis confronté donc, à cette position-là, je dis, mais en fait, non, en fait, bien entendu, ils ne sont pas des collabos, en fait, ils sont pris dans un mécanisme donc, qui implique en fait une mobilisation des institutions pour connaître le problème. Ça implique en fait le fait que ça puisse être travaillé véritablement avec le monde économique, hein, qui lui-même a aussi des intérêts à ne plus discriminer, et puis comment on le met en visibilité aussi du point de vue des publics. Et donc ça, si vous voulez, là, on est vraiment dans ce moment de la cette notion de la coproduction, avec à ce moment-là ben, beaucoup de doutes, en me disant finalement, ce n'est pas forcément le bon terme, parce que si vous voulez, dans la façon dont je conçois mon travail, c'est finalement qu'à la fois la sociologie doit être critique, hein, mais que si celles et ceux à qui elle s'adresse, en fait, a pour effet finalement ben, plutôt ben, de le refermer dans leur coquille, de se dire non, non, on ne veut surtout pas entendre ce qu'il a à dire, eh bien en fait c'est assez vain parce qu'effectivement le travail sociologique en fait ne produit pas ces effets qui peuvent participer en fait à la transformation et des changements sociaux. Le moment où j'ai compris que c'était le bon terme, c'est le moment où donc l'équipe de la mission locale de la Ciotat, Nathalie Robert était à l'époque déjà directrice de la mission locale, donc c'est pas elle qui est venue me voir la première fois, mais c'était une personne qui travaillait dans son équipe, qui était chargée de projet, vient me voir et me dit, ben voilà, nous on a lu vos travaux sur la coproduction et la discrimination, on se reconnaît en tant que coproducteur de discrimination, et en fait on n'a plus envie de l'être. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour parvenir finalement à passer une situation qui est un problème non énoncé, non complètement partagé, à la résolution, parce que c'est dans l'intérêt de nous en tant que professionnels, c'est dans l'intérêt des entreprises avec lesquelles on travaille, et c'est aussi dans l'intérêt des jeunes que l'on nous accompagne. Et donc, à partir de là, donc là, on est tout début des années 2000, année 2000, où en fait, on va avoir des tout premiers échanges à la fin de l'année 2000 pour finalement ben, se dire finalement comment on peut faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je leur dis, OK, bon, ben, moi, je suis sociologue, j'ai fait des travaux d'études, hein, donc je suis capable de produire la connaissance. Par contre, sur ce qu'on peut faire, en fait, j'en ai strictement aucune idée. Et donc, si vous voulez, ça va être le temps que j'ai appelé le temps de l'expérimentation. Donc, je vais démarrer, ensuite, je passerai la parole à Nathalie Robert.
Si vous voulez, sur ce temps de l'expérimentation, c'est comment finalement, d'une situation voilà, où en fait on pose les termes du problème, voilà, en fait la sociologie, c'est poser les termes du problème, c'est comment on va entrevoir progressivement en fait, des modalités de résolution, donc du projet. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les termes problème et projet, en fait, sont des quasi-synonymes. Problème, hein, ça vient du grec, c'est probalen, ça signifie jeter en avant. Et projet, c'est du latin, c'est projectum, ça signifie jeter en avant. Ça veut dire que s'il n'y a pas de problème de discrimination, en fait, il n'y a pas de possible projet d'égalité de traitement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si vous voulez, c'est dans cette équation, comment on passe de l'un à l'autre. Et donc, dans un premier temps, dans la rencontre de l'équipe de la mission locale de la Ciotat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, au départ, ce qui est assez manifeste, hein, c'est que certains conseillers ou conseillères sont assez convaincus par le fait que les discriminations existent. Alors, je prends des exemples. Les conseillères femmes témoignent du fait que assez régulièrement, en fait, il y a des jeunes femmes qu'elles accompagnent, en fait, qui leur parlent de situations de discrimination, de harcèlement, etc. Mais jamais les conseillers hommes. Les conseillers ou les conseillères qui sont perçus en raison d'une supposée origine étrangère, en fait, sont interpellés sur les questions de discrimination ethno-raciale en disant, mais en fait, vous devez sans doute savoir à quoi je fais référence, hein, mais jamais les autres. Hein. Et que du coup, si vous voulez, les professionnels ne sont pas interpellés en tant que professionnels, mais sont interpellés en tant que ce qu'ils sont. Et ça pose un enjeu important de professionnalisation. Et donc, pour donner un premier exemple du travail qui a été fait, donc, qui est très simple en réalité, hein, au sein de la mission locale de la Ciotat, c'est que dans un moment de première expérimentation, à un moment de réaménagement des locaux de la mission locale, le seul fait d'afficher l'engagement de la mission locale autour de l'action en discrimination, donc avec le rappel de la loi, les critères, hein, et puis une petite phrase qui dit si vous pensez avoir été confronté à une situation de discrimination, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller, à votre conseillère, il est là pour vous accompagner. Tout à coup, alors même que certains professionnels n'entendaient jamais parler de discrimination dans leur bureau, tout à coup se voient questionnés par des jeunes qui leur disent, en fait, voilà, il m'est arrivé ça, je ne sais pas si c'est une situation de discrimination, mais peut-être que ce qui m'est arrivé, en fait, relève en fait d'une situation de discrimination. Et tout à coup, ça veut dire que ça amène deux choses en même temps. Ça veut dire qu'en fait, on commence à rendre visible le mécanisme de discrimination et en même temps, on commence à entrevoir l'idée que le droit peut amener un élément de régulation. Ça a été un premier élément important. Et donc, dans ce temps de l'expérimentation, je vais parler d'une deuxième chose importante, c'est qu'en fait, à un moment donné, la question qui s'est posée donc, au sein de l'équipe de la mission locale de la Ciotat, c'est que finalement, bon, l'équipe de direction avait toute marge de manœuvre pour travailler du coup avec l'équipe, voire avec les jeunes, mais plus compliqué de travailler avec les partenaires économiques. Et là, ça a été de se dire finalement comment on peut finalement du coup, pouvoir travailler avec nos partenaires économiques sur cette question particulièrement sensible. Le problème vient juste d'être reconnu publiquement. Donc, le seul mot discrimination, en fait, tout de suite, en fait, fait clivage. Hein, c'est pas quelque chose qui est du tout consensuel. Et donc là, le choix qui va être fait, et donc ça, c'est sans doute un enseignement important, ça va être en fait de s'appuyer sur une méthode de travail donc, qui a été pensée, inventée, initiée par Bertrand Schwartz, donc, qui s'appelle Moderniser sans exclure. Et cette idée de moderniser sans exclure, si vous voulez, c'est comment, à partir de l'usage en fait de la vidéo, comment on va repartir du point de vue des publics pour fabriquer de l'action publique. Alors même qu'en fait, on est dans une tradition en France qui est très centralisatrice, hein, très jacobine. En fait, toutes les politiques publiques sont produites de façon centralisée, plutôt par des experts, hein, dont j'ai pu à un moment donné aussi faire partie. Mais finalement, les premiers et les premières concernés sont très, 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 très rarement, voire quasiment jamais, associés en fait à la fabrique de l'action publique. Et là, donc le choix qui est fait, donc, c'est de dire finalement, on va, du coup, c'est un groupe de jeunes qui est mobilisé dans le cadre d'actions de formation, donc les formatrices qui les accompagnent, donc on a un public actif. Hein. Il va y avoir 14 heures d'entretien collectif. De ces 14 heures d'entretien collectif, le choix en fait d'un montage de 35 minutes. Et l'idée, en fait, c'est de montrer ces 35 minutes de témoignage choisis par les jeunes eux-mêmes à des décideurs publics. Et ces décideurs publics sont, entre autres, le président de la mission locale, des représentants de la direction du travail, dont l'inspection du travail, donc il y a le directeur qui est présent,
des représentants de l'époque ANPE, donc actuel Pôle emploi, des représentants à l'époque du FACIL, hein, donc qui est l'établissement qui est en charge de la lutte contre la discrimination depuis 2001, etc. Et donc, si vous voulez, cette expérimentation qui va durer 2 ans, 2004-2006, va mener à travers le témoignage des jeunes, leur premier constat très important, c'est que les jeunes, donc qui sont des jeunes supposés en difficulté d'insertion et ou d'intégration, sont parfaitement lucides sur ce qui arrive, décryptent avec une extrême intelligence, hein, tout ce qui est en train de se passer. Donc moi, à l'époque, je travaillais donc avec un groupe interdisciplinaire. Alors, je pense que certains d'entre vous avez dû voir l'intervention de Patrick Simon. Donc, il y avait notamment ce groupe de travail Patrick Simon, mais en fait, étaient réunis en fait les meilleurs spécialistes du sujet dans une approche interdisciplinaire de ces questions-là. Et lorsque je représentais ce film, 35 minutes de témoignage des jeunes de la Ciotat, tout ce qu'ils m'ont dit, en fait, ça a été mais quelle lucidité. C'est-à-dire quelle lucidité, avec les mots du quotidien, en fait, ils sont capables de décrire des mécanismes que nous, on va décrire avec nos outils, hein, les sciences humaines et sociales. Mais finalement, voilà, ils sont capables véritablement en fait, d'appréhender de manière extrêmement fine en fait, tous ces mécanismes de discrimination. Et donc, si vous voulez, ce témoignage montré en fait, aux décideurs publics hein, va mener donc à une prise de conscience, hein, véritablement, donc là, à une échelle très, très locale, ça va susciter à la fois des éléments qu'on pourrait relever de forme de compassion, c'est-à-dire se dire oui, finalement, on comprend mieux ce que ça peut faire que d'être confronté à une situation de discrimination, parce que les situations qui sont évoquées dans ces témoignages, du coup, manifestent des situations de souffrance parfois extrêmes. Donc, là, durant l'expérimentation, il y a une jeune fille du groupe qui craque. Hein. Donc, elle s'effondre, elle pleure. Hein. Et le choix qu'ont fait les jeunes, c'était donc le choix qu'elle a fait dans un premier temps, c'était de dire je veux absolument que ça y soit. Et tous les jeunes ont dit elle a raison, il faut que ça y soit. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que en fait on masque à travers les questions de discrimination, c'est que qu'est-ce que c'est en fait une discrimination. Je suis un recruteur, je prends un CV, je le prends pas. En fait, c'est un acte d'une très grande banalité, c'est-à-dire j'en prends un plutôt qu'un autre. Par contre, les effets, les conséquences pour celles et ceux qui y sont confrontés, en fait, ne sont jamais rendus visibles. Et là, si vous voulez, ben, le fait qu'on ait pu filmer, eh bien, effectivement, ça a amené les pouvoirs publics, alors, des sentiments qui étaient assez contrastés, parfois des formes de colère aussi, de se rendre compte que finalement, ben, en fait, on a été aveugle en fait, à des choses qui pouvaient se passer sur notre territoire et dont on pouvait avoir la responsabilité. Mais si vous voulez, ça a été le point de départ véritablement en fait du travail qui va initier en fait le processus institutionnel. Et si vous voulez, en termes d'enseignement, ce qui me paraît très important, c'est que ce point de vue des publics va initier en réalité un travail. Donc là, on est en 2004-2006. Par la suite, en fait, je vais travailler avec une autre mission locale, qui est la mission locale de Villeurbanne. En fait, on va faire toujours avec la méthode Moser sans exclure. En fait, on va expérimenter, mais là, le choix qu'on va faire, ça va être en fait de former les jeunes finalement, qu'est-ce que ça fait en fait que de former des jeunes à ces questions-là. Et si vous voulez, donc ce travail d'expérimentation va venir nourrir l'idée en fait sur laquelle en fait il va falloir désormais agir simultanément, non seulement effectivement dans un travail de professionnalisation des intermédiaires. Effectivement, en fait, c'est pas inné hein, de prévenir, de lutter contre les mécanismes de discrimination. En fait, il faut comprendre les mécanismes dans lesquels on est impliqué. Et puis, ben, il faut être au clair sur le fait que l'enjeu impératif, c'est rendre visible toutes les situations, mobiliser systématiquement le droit. Et puis, c'est comment en fait on accompagne les jeunes. Donc, l'expérimentation de Villeurbanne a été très, très riche d'enseignement de ce point de vue-là. De se rendre compte, ben, en fait, le fait de former les jeunes, effectivement, ben, les apaise dans la relation à la question, les outils, en fait, aussi, par la suite, hein, pour pouvoir argumenter dans des situations d'embauche, etc. Et si vous voulez, c'est vraiment à partir de là que, donc là, cette expérimentation villeurbanaise, elle est en 2008, hein, que le travail, donc en fait, on avait tous les ingrédients pour se dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'à Villeurbanne, ce qui avait été aussi fait, c'est de montrer donc, le témoignage des jeunes, non pas en fait à des décideurs publics, comme ça avait été le cas à Villeurbanne, à La Chautin, mais en fait de le montrer à des recruteurs. Et ces mêmes recruteurs avaient été eux-mêmes accompagnés en parallèle par des consultants, ressources humaines, des spécialistes aussi du droit de la non-discrimination, et de voir finalement qu'est-ce que ça change
dès lors que l'ensemble des acteurs en fait sont sensibilisés, formés pour déconstruire durablement en fait ces mécanismes de proposition de la discrimination.